15h, 16h. Annabelle Show. Tous, bienvenue sur Radio J, c'est Annabelle Show, bienvenue dans votre late show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube Radio J Mag. Nous sommes mercredi 4 décembre, pour certains c'est juste un mercredi comme un autre et à 16h ils devront faire goûter leurs enfants qu'ils ont trimballés toute la journée façon Uber, bénévole de la danse ou cours de sport, du McDo au devoir. Mais pour d'autres à 16h ce sera l'heure de la motion de censure et donc de l'émotion au gouvernement. Ce sera peut-être l'annonce d'un chômage anticipé pour les ministres en poste qui n'ont même pas fini leur période d'essai, qu'ils doivent déjà faire leur carton. L'occasion de se remettre en question, de rebondir, de se reconvertir dans une atmosphère où règne magouille et compagnie. Et ben ça tombe bien, aujourd'hui on va parler magouille, flexibilité, résilience, cinéma et passion. Quand on pense à lui, on voit un bon pote, un chef de tribu bien entouré, une bande de copains qui rit ou qui se met sur le coin de la tronche. On voit des scènes cultes et on entend des répliques inoubliables, un regard tendre sur le monde, la malice au coin de la caméra et la mélancolie au coin du cœur. À travers son cinéma rassembleur et bon enfant, il a redonné ses lettres de noblesse au mot populaire. Si on devait écrire un film sur son cinéma, c'est peut-être le mot qu'on choisirait d'ailleurs. La simplicité, la sincérité, le vivre ensemble, la rencontre des mondes que tout semble opposer, appréhender la gravité du quotidien à travers la comédie, dépeindre notre société sous son prisme à lui. Il dessine son cinéma pour nous ramener à l'innocence de l'enfance. Que ce soit pour parler de sujets graves, sociétaux ou légers, ça ne passe jamais inaperçu car il a le talent d'être juste un brin visionnaire et dans l'air du temps. J'ai le plaisir d'accueillir le réalisateur et scénariste Fabien Antoniente. Bonjour, merci. Bonjour Fabien. Le portrait, c'est vrai que ça ressemble un peu, hein, on va être honnête. C'est vrai, c'est vous. Voilà, je peux vous le dire, vous êtes, je crois, le seul invité à me dire « Ah, c'est vrai, c'est moi ». Bon, il y en a beaucoup qui ont un peu de fausse modestie. Ils sont pudiques, ou ils aiment pas entendre des compliments, mais c'est quand même assez agréable quand c'est assez juste. Voilà. Faut le reconnaître. Écoutez, j'ai fait au mieux pour me rapprocher de vous. Enfin, je pense, en tout cas, c'est ce que moi je ressens. Non, c'est juste. Donc, c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que les grandes carrières, c'est des chemins, c'est des parcours, c'est des rencontres et j'ai envie d'évoquer tout ça avec vous. Et comment ça va en cet hiver 2024 ? Là, ça va. Je suis assez préoccupé par... je m'intéresse à la politique, hein, comme tout le monde. Hein. Je suis préoccupé par tout ce qui va se passer, ce qui nous attend. Mais ça me déplaît pas hein, que les lignes bougent. Ouais. Non, ça me déplaît pas. Oui, il y a une petite révolution qui se fait. Parce que j'aime pas trop... L'immobilisme ? L'immobilisme, ouais. J'aime pas trop les faux semblants, l'immobilisme, ce côté woke qui nous envahit. Vous entendez parler de ceux qui vont faire leur carton. J'avais une pensée émue pour la ministre de l'Éducation, oui. Madame Genté, qui nous a concocté un programme pour les enfants d'éducation sexuelle que je trouve aberrant. Bon, j'ai pas d'enfant, j'ai un fils qui a maintenant 30 ans, mais je me dis, si j'avais un petit en ce moment, tout ce monde woke, on peut plus dire Père Noël, on dit joyeux hiver, on détourne un peu tout. Oui, marché de l'hiver, joyeuses fêtes. On se contorsionne. Parents 1, mais en parents fait, 2. on se contorsionne par peur. Ouais. Voilà. Et le wokisme, c'est de la peur. Justement, est-ce que c'est un sujet que vous aimeriez aborder de manine un peu particulière dans une de vos prochaines créations? Walk and wall. Je vous parle de ça parce que vous êtes, je crois, alors c'est bien que vous me partiez là-dessus parce que vous êtes le roi du titre. Je veux dire, avec vous, un film égale un mot simple égale une promesse et la promesse est tenue. Voilà. Vous avez un côté publicitaire. Ah bon, c'est marrant, ouais, mais c'est pour aller droit au cœur du sujet, quoi. Mais ça marche et non sseulement c'est vrai que ces mots sont percutants et en plus je trouve que avec votre cinéma vous mettez en lumière des notions ou des concepts des fois qu'on a oubliés et vous les remettez au goût du jour. Oui, que ce soit Jet Set. Voilà, Jet Set. C'est devenu un mot. Enfin, moi, je m'en rappelle vraiment quand le film est sorti. On le disait pas, ouais. Jet Set. On disait pas ce mot-là. Et puis j'ai entendu Roman Polanski qui revenait de Gstaad et il y avait d'autres là, Jet Set. Et ça m'avait frappé. Et j'ai dit, c'est un bon titre quand même pour le sujet que j'ai à faire. Et je l'ai importé un peu.
Et après, je questionnais les taxis, je dis c'est quoi pour vous la jet set? Oh bah c'est un avion, tout ça. Bon, C'est le Concorde. Et puis c'est devenu un mot, le film avait cartonné, c'est devenu un mot vraiment à la mode. Ce qui fait qu'il y avait des coiffeurs qui avaient lancé une jet set, des manucures, et des bars. Puis c'était un mot qui revenait dans la presse People. Et l'autre jour, j'ai vu une interview d'une ministre à Rungis et il y avait une enseigne jet set derrière. J'ai dit, ça a été partout, quoi. Ouais. Ah, mais je me rappelle vraiment de la sortie de ce film. C'était un phénomène incroyable. Il y avait la queue pour aller voir. Enfin, c'était vraiment quelque chose. C'est une comédie incontournable. Ah ouais. Et c'est vraiment ce qui vous a révélé. On va revenir là-dessus. Mais c'est vrai que comme vous êtes parti sur votre titre, Rock and Roll, ouais, c'est ça. Justement, aux États-Unis, il y a, je crois, Mel Gibson avec d'autres comédiens qui veulent monter une société de production justement anti-woke, quoi. Donc ça va devenir. Moi, j'aimerais bien que les anti-woke, mais je les vois pas dans le cinéma. Ouais. Ils sont pas là. Vous les voyez ailleurs? Je sais pas. Est-ce que vous les voyez quelque part? Moi, je les vois surtout dans la vie quotidienne au Pays Basque. Ils sont pas tellement woke, mes amis. Mais, oui, on les voit en région, quoi. En région, mais je vais dire à Paris. Dans le cœur du 4e ou du 3e, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Oui, dans un certain élitisme de quartier. Il est de mon ton. Oui. Mais c'est tout ça, comme je vous dis, c'est des postures, c'est des contorsions, mais qui font mal. Mais est-ce que c'est pas des phanomènes qui passent? Quand on a le cul entre deux chaises, il faut parfois acheter un canapé. Bon, là, je pense qu'on est tellement mal barré que c'est sur un canapé donc qu'il faut s'asseoir. Alors, bah écoutez, on verra comment vous traitez le sujet en tout cas, mais c'est sûr que vous avez le flair pour aborder des choses qui touchent au moment présent et c'est ce qui fait la force aussi de votre cinéma et de vos créations. J'ai envie de vous faire écouter un petit son pour qu'on se mette de bonne humeur après ce sujet. Voilà. Ah bah oui. Voilà, plus de légèreté. De disco, ça. Ouais. La musique. Vous êtes très sensible à la musique. Et c'est vrai que de la même manière que vous avez des titres comme ça, précurseurs, vous savez avoir les musiques bien dédiées à chaque film et après ça redevient des hits, quoi, avec vous, du coup. Ouais, c'était le cas de la musique de camping, la Dolce Vita. Je crois qu'il n'y a pas un plateau que vous faites où on vous la met pas, en fait. C'est fou parce que j'étais sur l'autoroute qui reliait Paris à Deauville et j'entends ce titre et puis d'un coup je vois comme le générique. Ouais. Je me suis arrêté, j'ai noté et puis voilà. C'est ça, vous pensez beaucoup en images, beaucoup en dessin du coup, parce que c'est votre... Ouais, voilà, beaucoup d'abord je dessine tous mes films, mais c'est pas des storyboards, hein, c'est tout au mur. Et donc il me faut une pièce avec 4 murs et puis je dessine un peu les personnages. Les moments caractéristiques du scénario, ce qui fait que ça me permet de travailler avec des potes et de se dire, en prenant un peu de recul, tiens, il manque ça. C'est pour parfaire le travail collectif. C'est original comme manière. C'est une original. façon d'avoir déjà de mettre en image déjà ce que vous voulez. Quoi. Voilà. Avec quand on revoit d'ailleurs les dessins de camping sont à la Fondation Pathé. Madame Sédou les avait gardés. Et puis c'est des bons souvenirs parce que c'est des souvenirs de camaraderie et voilà. On aura peut-être une expo un jour sur oui, alors sur la rétrospective. Parfois c'est bien dessiné, parfois c'est esquissé. J'ai toute une collection de Posca et donc je fais ça. J'aime bien. Ça m'approche de l'image en fait. C'est le fameux. C'est la fameuse phrase j'ai écrit l'idée sur le coin d'une table, j'ai dessiné le croquis sur le coin d'une serviette. Enfin, ça fait penser à ça. Comme quoi tout succès part d'abord d'une idée, quoi. D'une idée, ouais. Et donc là, d'un dessin encore plus. Alors, vous avez sorti il y a quelques mois, donc fin octobre, le film 4-0, qui est une suite du film 3-0. Alors, vous dites que chacun de vos films est un bébé. Comment s'est passée cette mise au monde de ce film-là? C'est-à-dire que c'est une mise dans un nouveau monde. Oui. Oui, c'est vrai qu'on vous nous accompagnez depuis maintenant quelques décennies et donc effectivement chaque nouvelle mise au monde, c'est une nouvelle époque. Les bébés durent moins longtemps, mais il a fait quand même un chiffre qui lui permet de se dire c'est pas mal. Mais je voyais un petit peu plus haut. Mais la vie des films maintenant elle se divise aussi par son avenir à la télévision, sur Canal, et donc c'est plusieurs couches, quoi.
Mais la salle aujourd'hui, c'est pour un succès qui est comme l'amour ouf, qui est vraiment un truc qui est de le succès génération, de quoi. cette- C'est un ouais. peu les jeunes qui se sont accaparés ce film. D'ailleurs, je comprends parce que d'abord, je suis très heureux pour Gilles Lelouch parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est vraiment un mec qui a un cœur de ouf. Et puis c'est cette génération qui s'empare de cette histoire où il n'y a pas Tinder. C'est des vrais sentiments, Des vrais gens et avec des du cœur qui vraies battent. rencontres. Ouais. Et donc je trouve que c'est très intéressant. Puis c'est un peu leur grand bleu à eux. Donc quand il y a un succès, vous savez, il n'est jamais volé un succès. Hein, il mérite. Donc je lui dis bravo à Gilles et bravo d'avoir fait ce carton parce que nous on s'est retrouvés dans la spirale de l'amour ouf. de l'amour ouf et donc ils ont préféré l'amour ouf mais je pense qu'il aura sa place pour la télévision pour un avenir un peu plus long et pour les gens qui aiment votre cinéma voilà. et qui aiment vous suivre dans vos aventures. Et puis comme m'a dit un ami travaille sur CNews, et il me dit mais ils ont tellement l'habitude de les voir à la télé que des fois maintenant ils se disent que c'est particulier. Oui, la manière de consommer le film est très différente. La consommation et donc ce nouveau monde, la consommation est ultra rapide, quoi. Encore une fois, je reviens sur c'est beaucoup plus proche du fast-food complètement. que de la food. On veut pas d'attente. Justement, je reviens sur le phénomène jet set. Moi, je me rappelle très bien cette file d'attente devant des salles. Et c'est un phénomène qu'on rencontre beaucoup moins, cette fameuse file d'attente devant les salles. D'abord, les salles ont vachement évolué. Hein. Maintenant, c'est devenu des endroits de vie, grâce à Jérôme Sédou d'ailleurs, des endroits de vie où on réserve, on se programme sa sortie. Elle est accompagnée c'est comme les stades de foot. Oui, il y a du popcorn, de la consommation. C'est un espèce de Disneyland. On s'allonge. Maintenant, les sièges permettent de s'allonger. Mm-hmm. Ce qui va toujours l'ami du rire, hein, l'allongement. Pas du tout. Oh là là, c'est un siège trop confortable. Mais par contre, pour des films où il y a des images, où on s'en prend plein la tronche, c'est agréable. Donc, voilà, le cinéma évolue. Je trouve qu'il évolue dans le bon sens parce que c'est comme toujours le moins cher des spectacles. Mm-hmm. Mais vous voyez, par exemple, ils ont ouvert le Pathé Palace sur les grands boulevards. Ils ont rénové et c'est devenu... il y a un voiturier, il y a des bars à champagne, 25 balles la place. Mais c'est une espèce de Disneyland pour adultes, quoi. Voilà, c'est une espèce de Disneyland. Et là, pour aller là, ça veut dire que la société consomme du cinéma grand spectacle. Alors, en fait, on y rajoute l'aspect sensoriel de la sortie. En fait, avant, on allait voir un film, puis maintenant, il faut y rajouter tout le paquet cadeau qui va autour pour pouvoir faire déplacer quelqu'un de son canapé à une salle, quoi, en gros. Et quand j'entends dire que même le Paris Saint-Germain se délocaliserait du Parc des Princes, c'est-à-dire irait dans une banlieue où il y aurait un parc d'attractions, où il y aurait des restaurants, où il y aurait des salles de c'est un peu ce qu'il y a à Lyon avec le Conforama, le stadium. J'ai plus le nom, mais bon. Il y a autour, il y a aussi une salle de théâtre, des restos, des machins. Là, ils veulent vraiment faire ça, quoi. Donc, je pense que ce sera une nouvelle génération, parce que ceux qui ont l'habitude de prendre le métro pour aller porte de Saint-Cloud, je ne sais pas s'ils iront aussi loin. Plus loin, je sais pas. Mais ça évolue, et tant mieux que les choses évoluent. Moi, je ne suis pas sur mes arrières. Alors justement, vous avez utilisé 2 fois déjà le mot génération. Dans l'offre qu'on a aujourd'hui, et vous avez parlé de ce film Amour ouf qui est générationnel, est-ce qu'il n'y a pas justement un clivage plus générationnel dans les publics qu'avant, où avant on faisait un cinéma grand public qui réunissait tout le monde, et aujourd'hui est-ce qu'on ne se rend pas compte justement qu'il y a des films pour certaines générations? C'est ce qu'on retrouve un peu en humour avec les humoristes aussi. Ce qu'on disait sur le film familial. Le film familial, en fait... il est plus dur à écrire qu'avant. Il est plus dur à faire parce que déjà les familles, il est réquisitionné par le Pixar, par tout ce qu'ils ont à la maison, le Disney+, le Amazon Prime, le Netflix. Voilà. Donc ça va vraiment sortir du lot, et donc il faut repenser le
mode familial. Mais il existe encore à la télévision, donc il est pas loin. Et justement, vous avez aussi bien réalisé au cinéma qu'en télévision. Ça vous permet aussi d'aborder des sujets différents. Oui, bien sûr. Et puis moi, tout m'intéresse. Hein. Et puis après, naturellement, ça se met sous le prisme de la comédie. Mais c'est comme je vous disais, le sujet woke, par exemple, m'intéresse, mais j'ai envie de le traiter avec humour. Je ne doute pas que s'il y a du matos, s'il venait à sortir, ce serait assez drôle. J'en ai aucun doute. J'aimerais quand même écouter un petit bout de la bande-annonce de 4-0, justement pour revenir sur ce qui fait le sel de votre cinéma. Menace de saisir la plancha. T'imagines un Paul Symbole pour le churrasco. Si seulement on avait ouvert un bar à chicha comme j'avais dit depuis le début. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvé où, ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Tu sais qui donne? Avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Je suis OK pour ton frère. Mais pas un commentaire sur mon resto. C'est toi le fils Pinto? Comment vous m'avez reconnu? Bah t'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. Ah, la tombola du couillon, il a gagné le grand lot, lui. Hein. Ça vous a pas plu? Et t'es dans le bâtiment, non? Non, pourquoi? Pour rien. Toi, t'es qui? Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin. T'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Et toi, va compter tes cheveux, ça t'occupera. Le football, il a changé, monsieur Colo. Alors, j'avais envie d'écouter ça parce que vraiment, je trouve que c'est très significatif de votre cinéma et de ces punchlines qu'on peut retrouver. C'est vraiment écrit comme des sketchs, quoi. Il y a vraiment, justement, vous dites toujours sous le prisme de l'humour. Et dans vos films, il y a toujours ces punchlines incroyables. Et le succès de ces films, c'est que vous arrivez à travailler avec des gens qui arrivent à bien les dire. Vachement bien les servir, ces punchlines. Vous avez à la fois des comédiens, évidemment de grands talents, mais à la fois d'une justesse incroyable et avec un sens comique imparable, en fait. Imparable. Ils savent, en l'occurrence Gérard Lanvin, il se les met en bouche, donc il se les sort bien. Il se les approprie. Il se les sort bien. Il se les réajuste. Donc c'est souvent un travail d'équipe entre la première couche que je lui propose et la seconde couche qui me sert. Oui, vous travaillez toujours comme ça avec les forces de chaque comédien qui va s'approprier votre texte. Même Lanvin est assez généreux. Sur camping, il en a servi d'autres qui te les ont appropriés. Chasser le naturiste, il revient au bungalow, ça vient de Gérard Lanvin, mais ça vient pas que de Lanvin, ça vient en fait de Coluche. Ouais. Et comme c'était Coluche avait une bande, il faisait une émission de radio tous les jours qui s'appelait On n'est pas là pour se faire engueuler. Et Lanvin faisait partie d'une troupe de potes qui allait lui chercher des blagues et tout ça. Et il notait ça sur des cahiers. Et donc, dans ces cahiers qu'il a conservés, il y a ces fameuses punchlines. Voilà. Et aussi, évidemment, le succès de vos films, c'est qu'on a l'impression de se retrouver un peu en famille parce qu'on retrouve des comédiens qu'on aime et avec qui vous avez l'habitude de travailler. Donc là, vous parlez de Gérard Lanvin, Didier Bourdon. Il y avait aussi avant Samuel Le Bihan, Mathilde Seigné, bien sûr. Parce qu'elle elle fait partie de ma famille. Plus que ça, d'ailleurs. Oui, c'est votre confidente. Ouais, c'est ma confidente. On habite le même quartier. On fait le monde. Elle a aussi à franc-parler. Elle a une façon très, très, très drôle de voir les choses. C'est un personnage extraordinaire. Vous aimez les personnes entières, je dirais, qui émanent de ces personnes avec qui vous entourez, souvent des comédiens, une certaine force, je dirais, un certain charisme. Oui, parce que bon, la vie est courte pour avoir des discussions molles, des choses comme ça. Pour fréquenter des gens mous d'on sait où, voilà. Je dis pas l'expression parce qu'on n'a plus le droit de le dire, parce que c'est woke. Alors, bon. On peut plus rien dire, mais enfin, on se comprend. Voilà. Et alors, d'ailleurs, c'est mignon. Vous êtes Mathilde Seigné, vous êtes son minou et elle, c'est votre minette, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, mon surnom, puisque vous me l'avez demandé dans le questionnaire, mon surnom, j'en ai qu'un, c'est Minou. Mais du coup. On vous appelle comme ça sur les plateaux? Non, mais du coup, elle a contaminé d'autres gens. Ah! Et donc, il y a des producteurs qui m'appellent Minou. Et donc, c'est très curieux, parce que venant de sa part, c'est marrant.
Oui. Mais après, c'est. Mais venant Alors, de. comment il va, Minou? Il va bien, Minou, il est au top. Du coup, pour vous présenter, je dis quoi? Je dis Fabien Antoniente ou je dis Minou? On fait quoi aujourd'hui sur ce plateau? On verra. En tout cas, il y a des valeurs aussi qui se retrouvent vraiment dans chacun de vos films. C'est à la fois, et qu'on a entendu dans ces répliques, c'est vraiment la famille, les rencontres de mondes complètement opposés, et aussi le dépassement de soi-même. On retrouve ça vraiment dans chacun de vos films. C'est des choses qui viennent d'où, ça? C'est ancré en vous depuis votre enfance. Voilà, la présence de la famille, le dépassement de soi pour faire la carrière qu'on a envie de faire. Le dépassement de soi, je pense que tout être est capable de se surpasser dans des occasions. Oui, vous dites des destins extraordinaires de gens ordinaires. Voilà, ils peuvent toujours se transcender. Même Patrick Chirac, quand il a une mission à faire, qui est d'aller chercher du Benko, il l'a fait avec sérieuxité. Donc c'est ça qui me fait marrer. C'est les gens qui s'appliquent. C'est pas forcément ceux qui réussissent, mais ceux qui s'appliquent. Oui. Et donc, je me rappelle des rentrées des classes, par exemple. On voyait les mecs qui notaient tout bien droit. C'était page numéro 1, page numéro 2, c'était toujours un peu droit, mais un tout petit peu moins. Puis après, ça décline. Oui. Donc le surpassement qui avait lieu le premier jour, ça déclinait. Quoi. Donc, c'est ces gens-là, moi, des gens, c'est un peu tout le monde, hein, c'est un peu moi, c'est un peu tout le monde. Ça nous arrive avec la persévérance dans le sport aussi. On s'applique. Il y a quelque chose de vous avez les 31 décembre, on va bientôt y arriver. Ces résolutions là, qu'on ne tient jamais. On ne tient jamais. Et puis surtout ce fameux bonne année qu'on sait que l'année d'avant, elle a déjà été pire que celle d'avant. Mais... Voilà. Ou alors le dry January. Oui. C'est une épreuve. Parce que je suis pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de rester sobre. Je suis pas super concerné par ce truc-là qui est un peu nouveau. Hein. Oui. Mais je vois qu'il y en a qui arrive au 15e jour en bataillant. Donc moi, si marrant. vous inventez le janvier où on mange pas de chocolat, là, ça me concerne. Voilà. Donc, et c'est les gens qui se mettent des challenges et je trouve ça toujours marrant. Quoi. Et qui se prennent peut-être des fois un peu trop sérieux. Ouais, aussi. voilà, c'est l'application sérieuse. Mais de toute façon, tout ce qui est sérieux me fait rire. Ouais. C'est depuis l'école, ça. C'était vous savez, quand il fallait pas rire ou même les enterrements. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de prendre. Je sais pas pourquoi, moi, ça me vient toujours par l'espièglerie, quoi. Vous avez un peu l'âme. Vous avez un peu l'âme de l'humour juif, en fait, en vous. En vrai, je cherche la connerie sans Voilà. permanence. Et quand je la vois pas, c'est vraiment aux aguets, quoi. C'est pas bon signe. Il faut. C'est pas bon signe. Oui, c'est qu'il y a un truc qui c'est colle pas. qu'une journée ne va pas bien. Moi, je sais qu'il y a plein de matinées où je commence par appeler un tel, mais pour dire quoi? Dire ce qu'on entend à la radio, plus en connerie, quoi. Ouais, bien sûr. Évidemment, pour y ajouter l'angle délirant. Voilà. Nous sommes avec Fabien Antoniente qui aime voir la vie par le rire, bien sûr. On va revenir sur vous, sur ce parcours. Donc Fabien Antoniente, le réalisateur de cinéma. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Et en attendant, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Une délégation israélienne dirigée par le chef du Shin Bet, Ronen Bar, se rendra demain en Égypte pour des discussions sur un accord de cessez-le-feu à Gaza. Il y a une chance que cette fois-ci, nous puissions réellement faire avancer un accord avec le Hamas, assure cet après-midi le ministre de la Défense Israël Katz. Sur le front nord, 5 Israéliens originaires de la ville d'Arad, dans le sud du pays, sont entrés illégalement au Liban, selon la police. Et ce, une semaine après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hezbollah. Les individus ont été arrêtés par Tsahal pour interrogatoire. L'armée syrienne a mené une contre-offensive pour repousser les djihadistes qui se sont approchés de Hama, ville stratégique du centre de la Syrie. La coalition de rebelles a été repoussée à 10 km de la localité dans la matinée, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONU réclame 47 milliards de dollars d'aide humanitaire dans un monde à feu et à sang. Objectif était 190 millions de personnes l'an prochain
dans un monde malmené par les conflits et le changement climatique, a avancé le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Tom Fletcher. En France, les députés du groupe écologiste et social publient leur feuille de route pour gouverner alors que l'Assemblée s'apprête à voter les motions de censure déposées contre le gouvernement de Michel Barnier. Nous sommes prêts à gouverner, affirment les 38 députés du groupe présidé par Cyrielle Châtelain. Enfin, des millions d'agents de la fonction publique sont appelés à la grève demain. Plusieurs manifestations sont prévues à travers la France pour s'opposer aux mesures d'économie du projet de budget 2025. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, dans plusieurs services publics, mais aussi dans les airs. Merci Tanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, je suis en très bonne compagnie avec le pétillant, le talentueux réalisateur et scénariste Fabien Antoniente. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Benjamin Pétrovert à l'Écuge le 5 décembre. Plus connu pour sa voix dans les médias, Benjamin Pétrovert dévoilera une autre facette de son talent, celle de chanteur. Des chansons, des anecdotes et le plaisir de chanter ensemble des grands classiques français et israéliens. Prêt à monter à bord ? Rendez-vous le 5 décembre avec Benjamin Pétrovert à l'Écuge. Réservation écuge.fr ou au 01 53 20 52 52. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J, 15h, 16h, le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bienvenue si vous nous rejoignez, je suis avec Fabien Antoniente. On discute en antenne, voilà, c'est freestyle comme on a dit. J'avais envie de vous faire écouter quelqu'un, voilà, comme je le disais, on retrouve beaucoup de cœur en fait dans votre cinéma, à travers que ce soit les messages que vous diffusez ou les rencontres, les comédiens avec qui vous travaillez. Et j'ai envie d'écouter quelqu'un avec qui vous avez travaillé, bien évidemment. Si le personnage me plaît, s'il me paraît sympathique, je m'imagine comme ça, si je le rencontrais vraiment, il me serait sympathique. Et s'il ne m'est pas sympathique, j'ai pas envie. C'est Claude Brasseur qui parle de ses choix de personnages. Ah, c'est marrant. Et il était plus jeune, donc il avait moins cette voix. Ouais, la voix. Vous l'imitez bien, je crois, en plus. Ouais. Parce vous avez un don d'imitation aussi. Je vous avais dit que je dessinais tous mes films au mur. Et sur Camping 1, j'avais dessiné le personnage de Jacques Hipic, mais c'était Jacques Villeray. Et Jacques Villeray nous a quittés en plein milieu de l'écriture. C'est-à-dire que j'ai dû continuer. Dans votre fresque ? Dans ma fresque, j'ai continué à ouais. dessiner Jacques Villeray. Ouais. Malgré qu'il soit mort. Bien sûr. Et à la fin de la fresque, et donc à la fin de mon scénario, mon agent me dit, mais tu sais, il faudrait quand même que tu penses à quelqu'un d'autre, parce que... Et m'a dit, vois mon Claude. Alors donc, je me rappelle... C'est mignon, mon Claude. Samedi matin, près des quais, près de Notre-Dame d'ailleurs, il m'a accueilli, il pleuvait, et puis il dit, je sais que tu es toujours avec Jacques, mais on le fera pour lui. Et voilà, il m'a dit, on va le dédier à Jackie. Et c'est du coup, le personnage s'est appelé Jacques Hipic. Et j'ai pris une leçon sur l'art dramatique, c'est parce qu'il y tenait beaucoup à l'art dramatique. Donc c'est quelqu'un qui savait mettre
les intentions et les inflexions où il fallait. C'est tout un art. C'est art dramatique. J'entends plus beaucoup de gens parler de ça, mais c'est marrant que vous parliez de ça. J'ai reçu Delphine Depardieu, qui est autre que la nièce de Gérard Depardieu. Peut-être que vous l'avez croisée. En tout cas, elle joue en ce moment Les Liaisons dangereuses au théâtre de la Comédie des Champs-Élysées. Elle parlait justement de ça, de cette importance de la technique théâtrale. Et effectivement, cette façon de jouer, de ponctuer les phrases d'une manière assez technique qui montre toute l'intensité et toute la palette que peut avoir un comédien dans ses émotions. Et sans voir le travail. Ce qui était Exactement. le cas de Claude Brasseur. Ouais. C'est-à-dire comme si vous aviez un vêtement de haute couture, ouais, sans voir les coutures. Et ça, c'est le seul que j'ai vraiment vu à ce niveau-là, je voyais pas le travail, et c'était fabuleux. Parce que j'ai l'impression qu'il était en vacances, sur les campings. Non, il travaillait, mais on voyait pas le travail. Ouais, comme au patinage artistique. Fantastique. Et j'ai gardé un souvenir vraiment incroyable de cet homme-là, qui m'a marqué. Et d'ailleurs, tous les films dans lesquels il est apparu, vous le voyez jamais mauvais. Hein. Jamais. C'est vrai. Il était au départ aussi du Dîner de Cons sur scène. Et il était aussi dans La Boum, ce personnage du papa emblématique. Donc moi, c'est vraiment une de mes plus belles rencontres de cinéma. Du coup, vous parliez aussi de Jacques Villeray, donc. Et Jacques vous Villeray, étiez tombé amoureux de lui dans Le Dîner de Cons, qui est un incontournable pour vous. C'est un incontournable. C'est une masterclass, comme ils disent maintenant. C'est ça. Hein, et encore une fois, on sent ce cinéma qui s'approche du théâtre et de la scène, en fait, avec justement ces répliques, cette façon de jouer. Mais un jeu aussi, il paraît, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, que les scènes étaient très dures à tourner avec Jacques Villeray parce qu'il était tellement drôle que les gens se pinçaient. Francis Weber leur ordonnait de sortir parce que ça devait être incroyable. J'aurais aimé être une petite souris parce que moi j'étais fan de Villeray. C'est pareil, c'est un type avec sa tête comme ça, mine de rien. Cette candeur naturelle, ses grands yeux bleus. Grands yeux. Et un jour, il y a une image qui m'a frappé. J'étais invité à une soirée des Césars. Il avait eu 2 Césars. Il les avait dans ses mains et il était dans un coin tout noir, à l'écart des autres. Et il était d'une tristesse incroyable. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un que après j'ai approché. Et il m'avait conseillé d'ailleurs le videur de Ricard qui s'appelle La Couillette. On n'est plus sur la technique théâtrale là. Là, il m'avait conseillé, il me dit tu dois mettre la couillette. Ah bon? C'est quoi la couillette? Eh ben c'est ça le truc. Et du coup c'est Brasseur qui a hérité de la couillette. Mais c'est marrant cette passation qui s'est faite entre eux. Voilà. Ça vous a permis en même temps de rencontrer Claude? Ah ouais. Et puis alors après, c'est comme ça la vie des films. Hein, tout le monde, il sera Jacques qui pique pour tout le monde, quoi. C'est ça la beauté du cinéma, comme de la même manière que Franck Dubosc sera Patrick Chirac. Franck Dubosc, c'est terrible parce qu'il me dit que quand il s'arrête à une station-service, même quand il va pisser dans les stations-service, il y a des mecs qui l'interpellent, on n'attend pas Patrick tout le temps. Ouais. C'est marrant, mais ça dépend en fait comment vous découvrez les acteurs. Pour moi, par exemple, Franck Dubosc, c'est l'acteur de One Man Show parce que moi, je l'ai découvert avant ça et que je suis allé le voir sur scène. Donc, mais effectivement, ça fait partie et en même temps, ça montre un succès. Oui, il a démarré seul en scène. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai envie de faire mieux connaissance avec vous, voilà, parce que comme on l'a dit, là, vous me parlez de rencontres avec d'autres personnes, mais j'ai envie de vous rencontrer, vous, cette fois. Comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge, vous avez un petit buzzer devant vous. Voilà. D'accord. Si je donne des fake news sur vous, n'hésitez pas à me buzzer. Donc c'est parti. Par une belle journée de printemps, le 27 avril, j'ai le droit de dire votre date de naissance ou pas? Je demande toujours par coquetterie. Oui. 1958, à Paris, la très jolie et courageuse Alphonsine Antoniette met au monde le petit Fabien. Un accouchement, les doigts dans le nez, cette Bretonne-là a fait de la résistance, messieurs, dames. C'est vrai. Ouais.
Elle est bretonne, enfin d'Ille-et-Vilaine, et quand elle était plus jeune, elle allait passer les lignes de démarcation pour aller donner des vivres aux résistants. Donc c'est marrant parce que la rivière qu'elle enjambait où étaient les contrôles s'appelait Minette. Ah oui, tout est écrit dans la vie. Il n'y a pas de hasard, c'est fou. Et d'ailleurs, vous dites que, on va y revenir, mais que dans Les Enfants des Justes, qui est un film que vous avez réalisé donc pour la télévision, et qui est un très beau film d'ailleurs, le rôle de Mathilde Seigné vous a fait penser à votre maman. Ouais. Donc, parce que j'avais vu des photos d'elle, bon, pas avec le vélo, mais elle avait une silhouette un peu comme ça, comme c'était dans ces années-là. Ma mère était Miss Bretagne de Paris, parce que il y a tout. Miss Bretagne de Paris, s'il vous plaît. Ça donne tout de suite un truc noble à la famille, tout à coup. Tout de suite, Alphonsine, parce qu'il y avait toute une communauté bretonne autour de Montparnasse. Oui, et donc ils se retrouvaient, et voilà, dans cette configuration. Et parce que les trains pour la Bretagne repartaient de la gare Montparnasse, voilà, donc c'est vrai. Il y avait beaucoup d'où les crêperies. De femmes, des bonnes, qui étaient des concierges, etc., qui venaient faire des petits métiers à Paris, mais qui repartaient pour comme était la communauté portugaise que j'ai connue plus tard du côté de chez moi dans le Val-de-Marne, mais c'était des petits métiers simples, et donc ma mère venait faire ces petits métiers simples, et c'est là qu'elle a rencontré mon père. Alors, le petit Fabien grandit donc non pas à Paris cette fois-ci, mais à Villiers-sur-Marne, rue des Perroquets. Alors c'est drôle parce que pareil, Perroquet, ce sera d'où le premier court-métrage, Le Perroquet de Lille. Ça vient de là. Oui, ça vient de là. Ouais, vous aimez bien les signes. Donc vous grandissez dans une famille riche de culture, mais aussi de pudeur. Oui. C'est-à-dire à la maison, on entend plus de musique que de compliments. C'est ça. On est plus proche de Jean Gabin et de Simone Signoret que de Michel Bougelin. Ou de Marthe Villalonga en mode Thibaut mon fils, quoi. Ouais, c'est plus par là. Mais et ces silences qui sont qui étaient parfois pesants le dimanche après-midi, qui a toujours été pour moi une journée un peu triste de l'après-midi. Mais ça m'a poussé à trouver des choses drôles. Oui, justement, est-ce que ça vient pas de là, de ce silence, de cet ennui, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, cette envie d'imaginer, de créer? Oui, de créer, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'alternatives. Donc... Comment vous créez C'est quoi les premières choses que vous créez? Vous en avez les premières choses, ça passe... c'est le dessin, c'est l'écriture, c'est quoi? C'est le dessin, c'est des bandes dessinées pour l'école où je me fais virer parce que elles sont un peu virulentes contre les professeurs. Et après, c'est les premières caméras Super 8 où on tournait avec des copains. Et les montages qu'on faisait avec les musiques que j'enregistrais sur des cassettes. C'est tout du bricolage, quoi. Mais c'est ce bricolage que j'ai appris justement dans cette banlieue un peu triste, mais qui me sortait de l'ornière de la tristesse. On retrouve ce que vous racontez un peu dans le film Fabelmans, qui retrace le parcours de Steven Spielberg, et c'est vrai que c'est les mêmes la caméra qu'on offre, le bricolage, les décors en bas avec 2 bouts de carton et 3 ficelles. Et même pour aller plus loin, c'était une façon de séduire pour moi. Ouais. Le rire. Parce que j'avais pas les mêmes armes, j'étais pas si grand que ça à l'école, au lycée, donc pour faire rire les filles, c'était un moyen de séduction. Et est-ce que ce rire, c'était pas ce que vous recherchiez, que vous n'aviez peut-être pas à la maison, du coup, parce que donc votre papa est d'origine pied noir. Il aimait bien rire, mais c'était à certaines heures. C'était quand les bureaux étaient ouverts, quoi. Donc voilà, je grattais tout ce que je pouvais gratter, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une autorité qui faisait un peu peur. Ouais. Mais à côté de ça, c'est lui qui m'a emmené voir mon premier film, Le Cornio, au cinéma de la ville. C'est un souvenir dont on peut pas oublier. On peut pas oublier le premier film qu'on voit avec son papa, quoi. C'est comme vous dites, le film de Spielberg. Je m'y suis retrouvé dedans un peu. Ouais. Ouais, oui. Et justement, tout passe aussi par cette transmission familiale.
a pas forcément une forme bien définie. Ça peut être encore une fois une preuve, un geste, sans passer par les mots, comme mon vous père, dites. Mon père, c'est terrible parce qu'il voulait pas que je fasse ce métier. Et comme on dit dans 4-0, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et puis, j'ai fait ce que je devais faire pour le diplôme. J'ai été au bout de ce que je pouvais pour. Vous avez eu quoi comme diplôme, du coup ? Diplôme de pratiquement ingénierie en optique, de précision. Et donc, j'ai passé 1 an au CEA, Comité interministériel de l'énergie atomique, à faire la séparation isotopique de l'uranium 235 et 238 par procédé laser. Et ça inutile de vous dire que ça va pas On pas vient de durer perdre longtemps. on vient de perdre des auditeurs, là. Donc, je me suis écarté de cette voie qui m'était destinée pour faire ce que je voulais. Oui. Vous avez fait de la vision et de l'image, mais d'une autre manière. Et donc, je suis parti. Et donc, et ce qui est fou, c'est que j'habitais une chambre de bonne près de Pigalle. Et c'était les temps des vaches maigres, mais qui n'ont pas été si maigres que ça, parce qu'il y avait beaucoup de joie. Et ma mère m'apportait des choses à manger pour que je ne manque de rien. Quand même très, très, très soucieuse de ce que je pouvais être. Et à un moment donné, elle m'offre des cahiers de mon père. Et en fait, sur ces cahiers, il y avait des plans de cinéma, et en fait c'est ce qu'il voulait faire. Et il me l'a jamais dit. C'est fou. C'est fou. Et ça donc à ce moment-là vous découvrez ça au moment où vous-même vous lancez là-dedans, voilà. En fait. Mais vous en avez jamais parlé avec lui. Non. Vous avez le souvenir de quel c'est quoi, il créait des films ou il analysait des films qui existaient déjà, en fait. Il analysait des films qui existaient déjà. Les plans. Et il mettait les caméras où elles devaient être. C'est un truc de malade. Ouais. Alors c'est drôle que vous parliez de ça, ça n'a rien à voir, mais j'ai ma fille de 7 ans qui va faire exactement la même chose en regardant un dessin animé, à me parler des mouvements de caméra. Donc je me suis dit, bon, je sais vers quoi je vais l'orienter. Oui, faut faire vite. Hein, parce que... Donc c'est comme quoi il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà. Cette sensibilité que lui-même avait, il vous l'a transmise d'une certaine manière. Et donc, il vous a transmis aussi cette mélancolie avec ce sens du déracinement qu'il avait dans les veines. Il était d'origine pied-noir, votre papa ? Oui. Et donc, ça résonnait beaucoup. Le seul jour férié, quoi, c'était le dimanche. Il regardait les photos. Ouais, c'est pour ça que vous parlez du dimanche, parce que c'était un moment de vide où lui-même se replongeait dans ses souvenirs. Là, c'était pesant. Et donc, vous le ressentiez, il parlait pas non plus, il était dans sa bulle. Il était dans sa bulle, ouais. Et il essayait de nous faire participer un peu, mais on se rendait pas bien compte. Mais on subissait, quoi. Donc c'est pour ça que... Oui, ça infusait dans la maison, quoi qu'il arrive. Naturellement, ça infusait. C'était du eau concentré. Hein. Ouvrir les fenêtres. C'était du whisky bien chargé. Et donc, finalement, je me suis... j'ai été me chercher cette façon de sourire, de rire... dans cette épreuve, quoi. Il y a un peu de l'humour juif là-dedans, je trouve. Bah oui. C'est vraiment cette même dimension de trouver le rire, dans la mélancolie, dans l'exode. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de copains de confession juive, etc. Je suis très très proche d'eux. Je sais pas, mais même dans les, il fêtait la Pâque juive. Et il allait à l'époque rue des Rosiers. Il nous ramenait des gâteaux au pavot, des choses comme ça. On a été assez proches de ça. C'est vraiment la pure tradition. Mais ça, c'est plutôt du côté ashkénaze pour le coup. Ouais. Mais il vivait peut-être ça en Algérie, du coup, avec ses voisins. C'est peut-être ça le rapprochait. Ouais. Je sais pas. Il nous rapportait ça dans des papiers soigneusement emballés. Et c'était un peu magique. Cérémonial. Ouais. C'était un peu le Noël. Ouais. C'est mignon comme tout. Et dans tiens, il y a une chanson qui vous rapproche un peu de cette période-là. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention
quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait les glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. Ça aussi, ça présage la suite de vos créations, de votre écriture, avec Camping notamment, bien sûr. Ouais, parce que Camping, pour moi, c'est la période des vacances, mais elle a toujours été liée à une période un peu triste quand arrivait, je me rappelle, 12 jours avant la fin des vacances. Voilà, il y avait une espèce de montée d'angoisse qui revenait. Bon, parfois on avait des amours d'été, on se dit qu'on s'écrivait, puis on s'écrit pas vraiment. Bien sûr. Et puis arrive puis la rentrée qui se profilait. Alors puis comme on n'était pas une famille très riche, et ben cette chanson résonne un peu en moi. C'est un peu des vacances qu'on a vécues. Et d'ailleurs je travaille actuellement beaucoup avec le pianiste de Michel Jonas qui s'appelle Jean-Yves D'Angelo, et qui m'avait été présenté par Frédéric Botton, qui avait fait la musique de Camping. Vous aimez beaucoup aussi, oui. Et voilà, donc je perpétue ce son dans les. Et cette mélancolie. Je suis un des premiers à avoir mélangé la musique, on va dire triste, avec la comédie. Ouais. Ça fait partie aussi de votre patte. C'est comme un bateau. Il n'a de sens que s'il a une quille. Donc la quille, elle est souvent mélancolique, on la voit pas, mais la partie apparente est drôle, mais parfois c'est plus douloureux. Et c'est un bateau sans quille, il tourne en rond. Mais c'est ça qui est bon dans la comédie, c'est justement ces moments absolument tragiques qui se transforment en quelque chose de. Ça provoque des fois des rires encore plus forts que. Complètement. Ouais. Avec ces ruptures. Mais alors, ce qui est très marrant, parce que là on part, mais même la rencontre avec Frédéric Botton, le choix de ses musiques, pour en parler des heures. Des heures, parce que c'est des portes ouvertes vers des conversations sans fin. On va quand même revenir sur l'enfant malicieux que vous étiez, qui a fait les 400 coups et donc qui voulait s'échapper un peu en mode Denis la malice de cette mélancolie à la maison. Donc vous vous évadez, comme vous l'avez dit, dans l'imaginaire. Donc ce soit à travers le jeu, le dessin, la lecture aussi beaucoup à la bibliothèque Budet. Oui. Et à l'école Herriot, vous amène voir votre premier film avec l'école, cette fois-ci, Robin des Bois. Ouais. À ce moment-là, vous avez un déclic ou pas encore? Quand est-ce que vient vraiment ce déclic du cinéma? Le déclic, il vient déjà, comme tout le monde, hein, quand on allait voir un film, on se prenait pour. Ouais. Mais on se prenait pour le héros. Mais c'était ça qui était fantastique avec le cinéma, c'est qu'on vivait longtemps le film. Ouais. Et mais là, c'est un petit peu. En fait, nous, on vivait une petite cité qui était proche d'un bidonville portugais. Et ces Portugais vivaient dans des bidonvilles parce que ils consommaient peu et après ils partaient au Portugal pour faire construire leur maison. Donc nous on traînait, on allait manger des prunes, j'étais en vélo et tout d'un coup arrivent dans ces bidonvilles des camions et il y a une maison type Louisiane qui se fabrique et puis des acteurs qui débarquent. Annie Girardot, Bernard Blier, Maurice Biraud, Michel Audiard, Jean Carmet, enfin bon, toute la clique. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, c'était un film qui se tournait dans ce bidonville. Pourquoi ce bidonville? On ne savait pas. Et donc, j'assistais, au lieu d'aller à l'école, j'assistais à tout ça. Puis un jour, Jésus, dans la scène, sort et Jean Carmet, qui avait une jambe de bois, lui dit, vous avez oublié, en montrant une chaussette, vous avez oublié ça cette nuit. Et la chaussette ne se voit pas. Et moi, j'avais un short avec des chaussettes rouges et Michel Audiard se tourne vers moi et me dit, gamin, est-ce que on pourrait emprunter ta chaussette? Donc je donne ma chaussette, ils font la prise, moteur, action, et tout le monde se marre,
parce que ma chaussette était trop petite, elle faisait du 32. Donc, Michel Audiard vient me voir, il me dit, la chaussette ne convient pas, mais bon, il m'a donné une pièce de 5 francs en argent et le droit de suivre le tournage à l'intérieur. Et là, de cette maison de Louisiane, donc je voyais Annie Girardot, il y avait Darry Cole, et Darry Cole jouait du piano entre les prises. Et moi, j'avais le droit d'être sur les genoux de Darry Cole. Donc là, ça a été le délire là, pour moi. Ah ouais, là, vous rentrez par la grande porte, quoi, complètement. La grande porte. Et donc, j'ai toujours pas compris ce qu'était le film. Après, je l'ai vu le film. C'est vraiment l'appel du destin. C'était vous à ce moment-là, et puis c'est Audiard, quoi. C'est vraiment. Oui. Il parlait comme ça, gamin. Est-ce que tu peux enlever la chaussette? Tout ça sur une chaussette. Tout ça. Et du coup, la production s'appelle Les Productions de la Chaussette Rouge. Ah, c'est mignon. Un bel hommage. Donc, c'est ça qui vous donne le déclic. Évidemment, vous rêvez du grand cinéma de Gérard Roux, oui, l'aventure, voilà, encore une fois, les rencontres d'opposés qui s'attirent. Et comme vous l'avez dit, quand vous étiez adolescent, vous avez envie de faire rire pour séduire. Et à l'époque, vous êtes copain avec le frère de Laurent Voulzy, qui chante... il est dans ma classe, en fait. Au camping des flots bleus. Au camping des flots bleus, je me paye des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et en fait, c'était la vie de Laurent Voulzy, mais j'ai dit complètement mytho. Il me dit, mon frère va faire un album, tout ça, bon, bref. Et puis ça a cartonné. Et puis ce mot, camping des flots bleus, il a résonné. Et il est ressorti du chapeau. Ouais. Et en fait, vous êtes l'homme qui, voilà, vous êtes nourri comme ça d'expériences, d'images, de mots qui reviennent comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de mystère. On va revenir, voilà, on va l'écouter. On revient dans quelques instants pour la suite de ce parcours incroyable. J'ai dit faux. Vous rigolez. Allez. Il faudrait une émission de 10 heures avec vous. En tout cas, on est avec Fabien Antoniente. On parle de la vie, on parle d'inspiration, on parle de génie. Voilà. On se retrouve dans quelques instants, juste après le journal d'Etani Belaïch. À tout de suite sur Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif. Un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership, adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'examen de la motion de censure du nouveau Front Populaire débute à l'Assemblée nationale. En cas de vote du texte, d'adoption du texte, l'incertitude est totale au sein même du bloc de gauche. Le Premier ministre n'a eu de mots et d'attention que pour l'extrême droite, a souligné Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Qu'a-t-il dit à la gauche et aux Français qui puissent les rassurer ? Je me désole de la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas l'idée que moi je me faisais de la méthode Barnier qui au fond s'est révélée être une impasse et je crois que chacun peut le regretter, mais c'est sa censure, c'est sa responsabilité. Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, il était au micro de Télématin. En attendant le verdict du Parlement, plusieurs responsables politiques proposent des pistes pour éviter la crise politique. Parmi eux, le sénateur écologiste Yannick Jadot qui plaide pour un gouvernement dirigé par la gauche, mais avec des ministres issus du bloc central au nom d'un pacte républicain transitoire face au blocage institutionnel. Pour lui, il faut trouver un accord de non-censure autour d'un socle restreint de mesures
indispensable pour les Français. D'autres responsables de gauche, comme le socialiste Philippe Brun, avaient déjà proposé un tel dispositif. Paris et Riyad vont co-présider une conférence sur la création d'un État palestinien au mois de juin. Hier, au deuxième jour de sa visite d'État en Arabie Saoudite, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il prendrait la tête de ce projet avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Cette annonce est intervenue juste avant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'adopte un projet de résolution visant à organiser en juin également une conférence de paix sur la question du conflit israélo-palestinien. Mais la position israélienne reste constante sur la question, Pascal Sunshine. À savoir que la création d'un État palestinien à la suite du 7 octobre et des massacres perpétrés par le Hamas équivaudrait à une récompense donnée au terrorisme. Ce qui évidemment n'hypothèque en rien la nécessité d'un processus négocié, d'un règlement de négociation directe entre Israël et les Palestiniens. Mais tant que la guerre continue à Gaza, le moment n'est pas mûr, en tout cas pas pour Israël. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, une délégation israélienne se rendra demain au Caire pour avancer sur les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. Délégation avec à sa tête le chef du Shin Bet, Ronen Bar. Le ministre de la Défense se veut optimiste. Israël Katz a déclaré lors d'une visite à la base de Tel Nof qu'il y avait une chance que cette fois-ci nous puissions réellement faire avancer un accord sur la prise d'otages avec le Hamas. Le cessez-le-feu sur le front nord lui tient malgré une série d'incidents selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Dernier fait en date, une intrusion de 5 Israéliens au Liban cet après-midi. Ils ont été arrêtés par Tsahal pour interrogatoire. En Syrie, une contre-offensive de l'armée a repoussé la coalition de rebelles islamistes à 10 km de la ville clé de Hama, la 4e ville du pays. L'alliance de rebelles dominée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, a lancé il y a une semaine une vaste offensive dans le nord-ouest du pays, s'emparant de dizaines de localités et d'une grande partie d'Alep avant de poursuivre sa progression vers le sud. Du côté de Téhéran, Narges Mohammadi, militante iranienne et prix Nobel de la paix, a été libérée de prison provisoirement pour des raisons médicales. C'est en tout cas ce qu'a annoncé sa défense sur le réseau social X. La raison de sa libération est son état physique après l'ablation d'une tumeur et une greffe osseuse réalisée il y a 21 jours, a précisé son avocat Mostafa Nili. Narges Mohammadi, 52 ans, a été plusieurs fois condamné et emprisonné depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes, mais aussi contre la peine de mort. Du sport pour terminer ce journal avec du basket et Paris qui a battu le record d'invincibilité d'un club français en Euroleague hier soir. Le Paris Basketball a aligné à Belgrade contre le Maccabi Tel Aviv une 9e victoire de suite dans la compétition. La plus longue série d'invincibilité a été établie la saison dernière par l'AS Monaco qui a enchaîné 8 succès de rang de la 22e à la 29e journée. Les Parisiens qui n'ont plus perdu depuis le 17 octobre occupaient encore hier la tête du classement à l'issue de la 13e journée. Merci. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous, je suis avec Fabien Antoniente, le réalisateur, le scénariste. On parle de son parcours, on parle de sa vie. On se retrouve dans quelques instants dans le Annabelle Show. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bienvenue dans le Annabelle Show si vous nous rejoignez. C'est la cerise sur le gâteau, la dernière partie de l'émission. On est avec Fabien Antoniente. Fabien, j'ai envie de vous faire écouter quelque chose qui va nous faire voyager tout de suite là. Vous reconnaissez cette musique ? Il était une fois l'Amérique. Ouais. C'est magnifique. C'est un des films préférés. Il est long.
Oui, il est long. Je l'ai vu en entier, moi aussi. Un soir d'hiver. Ouais, il est long, mais c'est magistral, quoi. C'est encore une fois une masterclass. Je crois que c'est un nom. C'est un incontournable. On va toucher des droits d'auteur sur le mot. Ouais, c'est un incontournable et il y a tout. Ouais. Il y a tout. Ouais, complètement. Il y a de l'histoire, il y a de l'émotion. C'est ce genre de cinéma aussi qui vous a fait rêver. Parce que vous avez commencé votre parcours artistique en étudiant le théâtre, en fait, en étudiant le jeu. Oui. Avec le fils. Avec John Strasberg, le fils de Lee Strasberg, exactement. Alors comment c'est venu le fait d'aller étudier le jeu d'abord? C'est-à-dire que il y avait une envie d'être comédien avant tout. Si je vous dis l'histoire, elle est complètement dingue. C'est pour ça que il faudrait beaucoup de temps, mais à l'époque, je sortais avec une fille. J'habitais Montmartre, mais avec un copain, on était dans une forme de colocation. Puis un jour, je rencontre une fille chez Chartier, le restaurant bien connu, où les tables sont proches les unes des autres. On peut séduire, on peut parler. Ouais. Et en fait, cette fille, elle était pas prostituée, mais elle était dans les cabines à Saint-Denis. Donc c'était un peu glauque sa vie. Et puis on discute. C'est une Lorraine de Nancy. Et on discute et en fait je m'étais attendri sur sa vie parce que je me dis comment on peut arriver à faire ce métier et tout. Et elle me dit moi je lui disais que je voulais faire des cours de John Strasberg et je racontais le théâtre. Et puis un jour sur la table de nuit il y avait 2000 balles et elle m'avait un petit mot, c'est pour tes cours, et j'ai jamais revu. C'est magnifique. C'est dingue. Hein. C'est un court-métrage votre truc. Et ça, vous l'avez pas tourné. Ouais. Non, mais c'est vous, c'est la vie. Mais votre vie, c'est un film. C'est ce que je disais à Steve avant de rentrer dans votre collègue, avant de rentrer dans le Steve Nadjar, qu'on salue. Si jamais raconter les trucs, j'en ai 150 000. Et je vous ai donné un titre déjà. Je vous ai dit populaire. Mais je sais pas si ça n'a pas déjà été pris, mais. Et je sais pas. Voilà. Mais donc du coup, c'est relié à ça. Je voulais faire ça. Et alors quand j'ai fait, c'était du côté de Saint-Paul, petit théâtre. Et alors, si vous qui connaissez le théâtre, j'ai fait deux, trois fois des erreurs. En démarrant pas dans le timing ou en étant. Et là, John Strasberg dit mais c'est ça le real stage. Ouais. En fait, j'étais exact dans mon inexactitude. Et donc j'ai toujours été contre ce qu'on apprenait par cœur pour être plus naturel sur le moment. Ouais. Dans le real stage. Et donc j'ai compris cette chose en le faisant. Et comme je l'avais fait, j'étais à même de pouvoir un peu le diffuser aux acteurs. Voilà. Ça vous donne un vrai plus d'avoir été vous-même dans cette position-là. Cet homme. Et puis dans cette école, c'est aussi pour ça que je vous ai fait écouter. Il était une fois l'Amérique parce que c'est toute cette école et c'est tout ce savoir-faire. Et donc c'est tout ce plus que j'ai appris. Vous avez amené l'école américaine. Il faut apprendre à ne pas apprendre. Oui. Et bon, encore. Comme vous l'avez dit, ça rejoint ce que faisait Brasseur. C'était justement dans l'étude du jeu et à la fois dans le lâcher prise. Ouais, voilà. Ouais. Et alors vous apprenez le théâtre d'abord, mais alors je sais pas, vous avez un petit virage là. Vous êtes secrétaire à la SACEM. Alors ça c'est un truc qui est pas vrai. C'est pas vrai, voilà. Vous avez le droit de buzzer du coup. Non mais en fait c'est dans les trucs Wikipédia. Ah d'accord. En fait, ça m'a étonné. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Et donc, comme je sais pas corriger les trucs Wikipédia. Alors, on va faire un erratum sur Radio J. Sachez bien, chers auditeurs et chères personnes qui avaient écrit cette énormité sur les réseaux sociaux, sur Internet, Fabien Antonietti n'a jamais été secrétaire à la SACEM. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai eu un oncle, mais pas linéairement proche. Donc c'est un oncle germain, on va dire ça. Ah, donc c'était votre oncle. Et en fait, qui s'appelait Pierre Antoniente. Voilà, et qui était le secrétaire de Georges Brassens. On l'appelait Gibraltar parce qu'à l'époque, c'était le rocher qui protégeait Georges Brassens. Et nous, on allait le voir de temps en temps avec mes parents, impasse Florimond, dans le 14e, où il résidait, à côté de chez Georges Brassens. Or, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, Georges Brassens, en fait, ça me plaisait pas. J'ai appris que c'était
top en vieillissant. Oui. C'était pas votre cam à ce moment-là. Non, c'est pas du tout ma cam. J'étais sur des groupes de rock. C'était rien à voir. Truc plus déglingues. Voilà, plus déglingues. Deep Purple. Ouais. On était là-dedans. Ça, c'était notre jeunesse. Puis il y avait. Donc c'est pareil, il faut corriger Wikipédia. C'est pareil, je vous l'ai pas dit que sur Wikipédia c'est marqué que c'est votre père quand même. Hein. Mais j'ai senti l'arnaque. Je vais jamais regarder Wikipédia. En fait, on n'y va pas. Oui, ça ne vient pas l'idée. Et donc, mais j'ai compris que ça traînait parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Ouais, donc c'est pas ça non plus. En tout cas, donc comment arrive cette première rencontre? Enfin, quelle est votre première rencontre qui fait que vous vraiment le cinéma se matérialise pour vous? Donc vous faites ces cours de théâtre. À quel moment vraiment donc vous écrivez ce premier court-métrage, Le Perroquet de Lille, mais comment ça s'est passé en fait? Une autre histoire, c'est-à-dire que je rencontre toute la bande de Smaïn, le théâtre de Bouvard. Moi, je reconnais Smaïn. Je rencontre ma première femme, Souad Amidou, qui était une actrice marocaine, et je rencontre un mec qui s'appelle Rémi Laurent, qui était un acteur de À nous les petites Anglaises. C'était un acteur star, vraiment star. Et beau gosse, etc. En fait, on s'est mis en tête d'écrire ensemble. Et lui, il était tellement beau gosse, ce mec, qui s'est en fait, il s'est darkisé, si je peux employer ce mot, dans les années 80, en faisant de la musique underground avec des potes. Et je pense qu'à cette époque-là, il s'en est mis à l'époque dans les veines. Et un jour, en 86, en 86, on apprend qu'il est malade. Mais on ne connaît pas cette maladie. Donc je vais le voir à l'hôpital. Il avait des bras, il avait des cuisses, on dirait mes bras, il était tout maigre, bref. Et je lui avais écrit un court-métrage pour qu'il sorte avec La Pêche, qui s'appelait Bobby et l'aspirateur. C'était l'histoire d'un mec qui avait réparé l'aspirateur et qui cherchait sa copine, de fait, en fait, dans le Paris des années 80, avec ses soirées, un peu machin. Et il me dit, j'y arriverai pas, fais-le. C'est ainsi que je suis devenu réalisateur. Et en fait, en devenant réalisateur, c'est-à-dire en choisissant les comédiens, les costumes, les décors. En devenant maître à bord, ouais. Et je me suis dit, c'est ma place. Ouais. Je l'ai senti. Et donc... vous avez beaucoup d'instinct en même temps. C'est à la suite d'un accident. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris autour. J'allais voir Smaïn sur scène. Et c'était... On vivait de pas grand-chose. Et c'était... c'est d'ailleurs Smaïn qui vous produit votre premier long métrage, du coup. Voilà. Et après ce Bobby et l'aspirateur, qui a marqué les esprits, qui était très drôle en vrai. Il y avait Patrick Timsit, il y avait plein de gens qui venaient faire des apparitions, Tiki Olgado. Et en fait, c'est vraiment un résumé de ces années 80 qui était complètement dingue. Foisonnante, ouais. Oui. Et après, c'est Smaïn qui me produit mon premier long qui s'appelle À la vitesse d'un cheval au galop. C'est un groupe de retraités qui partent en excursion au Mont-Saint-Michel, mais ils se font braquer par enfin bon, bref, c'est toute une histoire pour nous dire que la vie va parfois à la vitesse d'un cheval au galop. Et dans ces années 80, il me revient une anecdote parce que on aimait bien sortir, c'était la sape, moi j'allais au bain-douche et je ne pouvais pas rentrer parce qu'il y avait une femme qui s'appelait Marilyn qui nous empêchait de monter parce qu'elle n'avait pas le look. À l'époque, il y avait Jagger, il y avait la jet set, quoi. Ah ouais, il y avait du lourd. Et un jour, comme Smaïn était le premier comique rebeu, et Mitterrand avait ouvert ses passerelles. Ouais. L'avènement des radios libres. C'était une méga star à ce moment-là. Et Smaïn était une méga star. Et donc, on avait fait un repas chez Coco Bacconi dans les Halles qui étaient aussi l'endroit à la mode. Et Mitterrand était venu. Et à la fin du repas, il nous a dit: qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes enfants? Et cut, on s'est retrouvés devant les bains-douches avec les. Excellent. Avec le président de la République, non, grâce à lui en tout cas. Il n'est pas monté, mais on a pu rentrer. Et Marilyn, elle a été sur là où on sait. Voilà. Et c'est ça qui vous a donné envie de faire un reportage sur lui, du coup?
Non, parce que j'avais vu un truc en 88 où il faisait une allocution de Château-Chinon. Et il y avait un mec derrière qui approuvait tout ce qu'il faisait. Et je sais pas où ce qui m'a pris. J'ai dit, je vais retrouver le mec. Et du coup, c'était cette époque un peu dingue où on croisait. Là, j'avais croisé Jean-Yves Lafesse, ça l'avait fait hurler de rire, ce truc-là. Donc, c'est des moments de vie, mais qui aujourd'hui seraient durs à faire parce que il fallait être instantané. Oui, il y avait vraiment cet instinct, cette immédiateté. On pouvait réunir des gens, faire quelque chose. Et puis, beaucoup moins de peur du jugement, peut-être qu'aujourd'hui, justement. C'est là, aujourd'hui, si on réfléchit 2 secondes, on fait plus rien. Alors, on se rapproche de la fin de cette émission, mais je pourrais vous inviter encore parce que j'ai tellement de trucs à vous faire dire. Oui, c'est le chapitre 1. Oui, c'est et comme avec vous, on fait des films en plusieurs chapitres. On est sur Antoniente 1. Et c'est vrai, ça aussi, vous avez instauré comme ça ce truc en épisode et est venu comme ça ces séries qui cartonnent. Qui disaient pas le nom. Alors, peut-être le prochain projet, j'aurais entendu dire Astérix en Corse. On en est où de ce truc ? On en est où de ce truc-là ? On en est où qu'il faut qu'on discute. Je prends mon temps pour discuter. Ouais. Et j'ai un projet aussi. Mais je peux pas dire. C'est sur une femme politique. Donc on verra. Ça donne envie d'en savoir plus en tout cas. Je vous réinviterai pour que vous m'en parliez plus longuement. Mon cher Fabien, on arrive à la fin de cette émission. C'est triste parce que moi j'avais encore plein d'histoires à raconter. Oui, justement, un petit retour en enfance. Si vous deviez parler à l'enfant que vous étiez, parce que vraiment tout part de là. Complétez ma phrase. Dans la vie, si vous deviez vous parler à vous-même, ou à votre fils d'ailleurs, dans la vie, tu ne dois jamais oublier que faut jamais lâcher l'affaire. Exactement, c'est ce que je me dis tous les jours. Merci infiniment Fabien. On vous retrouve dans votre filmographie. Voilà, repassez-vous les films. C'était une joie de participer à une émission qui a la pêche, quoi. Ça fait du bien par les temps qui courent. C'est entre gens bienveillants, on se comprend. Voilà. Merci infiniment Fabien. On se retrouve demain avec Estelle Meyer qui joue actuellement Sarah Bernard au théâtre. Et je vous laisse avec le Club Imo de Marc Ezrati. Kiss kiss.